Le seul moyen de se rendre à l'aéroport était de passer par le village de Piski. À chaque fois, c'était du 50-50. Nous avons tenu à la fois l'ancien et le nouveau terminal, la caserne des pompiers et la tour de contrôle des vols. Les batailles près de l'aéroport de Donetsk n'ont jamais cessé. Il y avait une mission pour attaquer la forteresse de l'ennemi, l'avant-poste monastère. Cette guerre, eh bien, elle a été planifiée il y a longtemps, il y a 10 à 15 ans. Les dirigeants de la Fédération de Russie avaient déjà des plans pour une guerre en Ukraine. Les derniers ministres de la défense de l'Ukraine étaient des Russes. Ils ont tout fait pour détruire notre armée. Lorsque nous avons quitté l'Union soviétique, nous étions environ 460 000 dans les forces armées ukrainiennes. Au cours des 20 dernières années, nous étions passés à 80 000. Et au moment de la guerre, nous avions environ 6 000 à 7 000 unités de combat. Eh bien, elle a été détruite par quelqu'un. Nous avions les mains liées par diverses réglementations. Il était impossible de tirer un seul coup de feu sans un ordre d'en haut. Nous avions relocalisé toutes les troupes des zones autour de Donetsk et de Louhansk. Nous n'avions plus personne là-bas. À cette époque, les bataillons de volontaires jouaient un rôle très important. Quand je suis arrivé, pendant un mois environ, j'ai essayé de savoir quels étaient les bataillons de volontaires. Tous les commandants se sont réunis. Ils se sont assis avec moi au poste de commandement, CP, quartier général du bataillon, et ont discuté. Nous avons pris les bonnes décisions. Parfois, je les écoutais et je changeais d'avis. Parfois, ils m'écoutaient. Nous sommes parvenus à un accord ensemble, et je pense qu'ils ont également joué un très grand rôle, tant dans la défense de l'aéroport que dans celle de Piski. Et quand j'étais à court de gens, quand j'ai sorti les blessés, mais il n'y avait plus personne pour les ramener, j'ai demandé de l'aide au bataillon de l'OUN, au Dnipro 1, au secteur droit, et tous ces gars sont venus chercher de l'aide. C'était aussi très agréable de travailler avec l'unité Karpatska Sich. La plupart d'entre eux étaient idéologiques. Il s'agissait de personnes qui savaient ce qu'elles allaient faire et pourquoi elles mourraient. Si tout le monde avait pris la même décision qu'eux, nous aurions mis fin à la guerre ici il y a longtemps. L'histoire du bataillon lui-même se déroule comme ceci. Le bataillon était situé à la frontière en direction de Louhansk. Puis le bataillon a été réorganisé. Il s'est rendu à Savur-Mohyla et y a subi de très lourdes pertes. Et après Savur-Mohyla est venu le chaudron Ilovaisk. J'ai donc dû reconstituer le bataillon pour une troisième fois. Le 29 octobre, le bataillon est entré dans la zone OAT pour accomplir la mission qui lui avait été assignée. Le bataillon a pris le contrôle des colonies de Karlivka, Tonenke et Piski. La troisième compagnie mécanisée a également reçu l'ordre de mener des missions à l'aéroport de Donetsk.
seul moyen de se rendre à l'aéroport était de passer par Piski, par la piste de décollage. Selon toute vraisemblance, il y avait environ 3 km de piste. Toute la zone sur notre droite et notre gauche était hors de notre contrôle. Derrière la clôture de l'aéroport se trouvaient des positions ennemies. Ils nous tiraient constamment dessus, l'artillerie ennemie aussi. Tous les endroits que nos véhicules de combat pouvaient atteindre étaient déjà connus de l'ennemi. Leurs armes étaient bien visées et leur position de tir était cachée. Lorsque nos véhicules sont arrivés sur place, ils n'avaient que 7 minutes pour charger ou décharger le véhicule, pour sortir de l'aéroport, transporter les blessés et changer d'équipe. Nous ne pouvions nous déplacer qu'à grande vitesse. Il faut exactement 7 minutes pour recharger et récupérer. S'il restait plus longtemps, il ne pourrait plus revenir. Et à chaque entrée ou sortie de l'aéroport, je ne peux pas décrire à quel point c'était difficile. Un char a perdu une piste. Il s'est coincé sur la piste. Un IFV a fait naufrage. Puis, nous avons réalisé qu'il était dangereux de l'approcher de cette façon. Nous avons décidé qu'il était nécessaire de prendre le contrôle du village d'Opitne. Nous avons effectué une reconnaissance, puis une unité d'infanterie motorisée de Mega, avec les gars de l'unité du secteur droit, s'est installée. Ils ont nettoyé toutes les maisons, toutes les rues. Tout a été vérifié. Et après ça, les véhicules blindés et l'infanterie sont arrivés et se sont installés là. Tout d'abord, cela nous a ouvert une voie vers l'avant-poste Zénith, parce que l'avant-poste Zénith avait une défense circulaire complète. Il était impossible d'y entrer avant. Nous avons ouvert la route vers Zénith. Та може як виживу, то покажу. Це ми тут живемо. Puis, nous avons pris le contrôle des hauteurs près de l'aéroport. Tout d'abord, depuis cette colline, nous pouvions couvrir nos gars qui s'approchaient de l'aéroport par la piste. Nous n'étions que 25. Nous avons bougé toute la nuit. Nous avons marché à travers le champ de mines, les fils de fer, la ligne des arbres. Nous sommes venus de leur flanc. Nous les avons pris par surprise. Et nous les avons attaqués par le flanc. Nous les avons assommés rapidement et c'est tout. Même maintenant, c'est la seule hauteur de l'aéroport détenue par l'armée ukrainienne. Это высота 17, аэропорт. Я вон немножко вам покажу взлеточку. Мой позывной малый. На этой высоте у нас уже было 9 раненых. 1 погибший. Капитан Бердаков. Принял. Не высовывайся пока. Не высовывайся по тебе. Нам страшно, но мы патроны набиваем. Стрелять тоже надо. Ничего, ничего. Принял, плюс-плюс. Вот пошли залпы. Пригинаемся. Возле мента ебанул. Сейчас. Мент, что у вас, нормально? Они там снизу? Мент! Нормально! Быстро сюда наверх поднимай! Ребята, следующий залп по нам. Сразу проверяйте, все живы? Нормально. Нормально? Посад. La première escouade du premier peloton s'est approchée le 9 novembre. La deuxième escouade a été anéantie. La troisième escouade est arrivée le 12 novembre. Le soir du 12 novembre à 5 heures, nous étions déjà à l'ancien terminal, faisant déjà partie de la première section. À l'approche du terminal, on nous a confié la tâche de rester là pendant un certain temps et de nous assurer que tout était calme.
Il faut aussi comprendre que le terminal lui-même était pratiquement encerclé. Il était exposé au feu du côté sud, pratiquement du premier étage au toit. La partie est était contrôlée par les séparatistes. Et du côté nord, derrière la piste, il y avait aussi des positions d'où ils tiraient avec des petites armes légères. Il y avait un feu bien visé par l'ennemi qui supprimait les deuxième et troisième étages et sur le toit. La seule route qui était 60 mètres entre le nouveau et l'ancien terminal. Il a été complètement exposé au feu. Колонна первая и побежал туда, я второй на колонну и туда тоже. Пошел. Le 29 novembre, vers 10 heures du matin, nous avons entendu une explosion et des coups de feu. Une balle de RPG nous est tombée dessus et s'est écrasée sur la colonne au-dessus de mon oreille droite. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une provocation, que tout s'effondrerait et que tout resterait à sa place. Mais comme le montrent les événements suivants, il s'agissait déjà d'une agression délibérée. L'attaque a commencé. Nous avons entendu. Blessés, nous avons des blessés ici. Ils ont fait sauter le mur. J'ai couru là-bas, j'ai vu un type allongé sur le dos, couvert de sang. J'ai commencé à lui appliquer un garrot. Je voulais écrire sur son front l'heure de son application avec un marqueur. Et il m'a demandé, ne l'écrivez pas sur mon front, mais sur ma main. J'ai levé son gant et je lui ai écrit sur sa main, sur la droite, non, sur la gauche. Tant de demandes avec un marqueur noir. Mais il n'a pas réussi. Il est mort. J'ai vu que la moitié du deuxième étage était vide. Ils se sont retirés et se sont regroupés en bas. J'ai laissé mon poste au rez-de-chaussée. J'avais ma place au bar. J'ai couru et j'ai tiré des coups de feu individuels. J'ai atteint la barricade, pris position et commencé à tirer jusqu'au bout du couloir. Mais il n'y avait absolument aucune lumière, une fin sombre. C'est-à-dire que je tirais à l'aveuglette, au hasard, avec des balles individuelles. Mes 8 chargeurs étaient épuisés. Je ne savais pas comment crier que mes chargeurs étaient épuisés, car cela signifiait que je devais reculer de 20 mètres. On m'aurait tiré dans le dos. Ils nous ont tiré dessus de là, dans l'obscurité. Alors j'ai crié aux gars derrière moi. « Les gars, ma position est en bas. Quelle que soit la position, retournez à votre position. Je dois être en bas, à ma position, au rez-de-chaussée. » Et en tirant sur mon dernier chargeur, je leur ai juré qu'ils couraient, prenaient position et commençaient. Je leur ai dit, une seule balle, ça économise des munitions. Et j'ai couru pour recharger. C'était mon erreur. J'aurais dû recharger sur place et le remettre à quelqu'un. Nous étions inexpérimentés à l'époque. Et à ce moment-là, il y a eu une puissante explosion au deuxième étage. Et des cris, nos gars sont enterrés dessous, ils sont morts. Les gars du deuxième étage se sont précipités. On dit que l'un d'eux était mort, enterré sous un mur. J'ai vu Vitya Kozak, Everest et un pied de biche. J'ai dit, Vitya, attrape un pied de biche, courons le déterrer. J'espérais que cet homme était encore en vie. Il y avait un risque que les séparatistes le capturent. Je suis arrivé indemne à l'endroit où se trouvaient les décombres et j'ai commencé à tirer dans le coin le plus éloigné. D'abord au coin, puis au milieu, au niveau de la poitrine, avec des tirs isolés dans le noir. De là, ils ont répondu par quelque chose de calme. Parce que j'ai vu les balles frapper à proximité, mais il n'y avait pas de bruit de coup de feu. Il n'y avait que des éclairs et des balles. L'ennemi qui nous a attaqués lors de cette offensive était bien préparé. Je pense que ce n'étaient pas des soldats ordinaires. Pendant que je tirais, j'ai vu Vitalik allongé sur le dos. Les gars l'ont traîné par les bras et les jambes. J'ai fini mes magasins et je me suis retiré. Au milieu de la bataille, ils cherchaient des personnes qui se porteraient volontaires pour traverser la piste, sous le feu pendant la bataille, et sortir les blessés. Sinon, ils mourraient. Сейчас они там немножко успокоились. Там пульки почти не летают. Вот я парень поймал пульку и все.
Второй этаж нормально. Вот эта сторона. Сейчас надо эвакуировать раненого. Тяжелый. Что делать надо? Побежать с ним туда? Побежим. Побежим, просто там время, у него 2 часа всего. Ну давай сейчас вместе. Да там есть сейчас, ребята будут сажаться. 4 человека послать. Не 4. Да, 4 много. Не знаю, но рисковать не надо. 2. Отсюда будем прикрывать. La densité du feu était élevée et nous avons dû traverser 60 mètres de cette route que je viens de mentionner. Якось подолати. Молодцы, давай, малыш. J'ai entendu derrière moi. Je tirais et derrière mon dos, les garçons ont appelé les commentaires comme si c'était un match de football. Ils ont fait 10 mètres, 20 mètres, la moitié du chemin avec la civière. Le premier jour, 2 hommes ont été tués et 10 autres blessés. Le jour suivant, il y a eu encore plus de blessés. Le deuxième jour, ma mitrailleuse s'est complètement bloquée. Elle n'avait pas été nettoyée. Nous n'avons pas pu sortir les cartouches de la pièce. J'étais déjà en train d'enfoncer une cartouche dans la pièce. Je frappais la poignée de la mitrailleuse avec une grenade ou un chargeur pour la faire tirer. Plus tard, j'ai pris la mitrailleuse de quelqu'un d'autre et je l'ai achevée avec. Nos munitions étaient presque épuisées sur le 7,62, sur la PKM. Tout était déjà utilisé. Des traceurs, des balles perforantes, des balles de fusil de sniper. Il ne s'agissait plus de savoir comment tirer, mais seulement de supprimer l'ennemi. Dans l'après-midi, nous avons été touchés par plusieurs obus incendiaires et les ordures ont pris feu. Il y avait beaucoup de déchets de construction. Il y avait du plastique et différents revêtements, tous non inufigés, et ça brûlait assez bien. Le vent soufflait vers Donetsk, mais cette fumée et ce feu ne nous dérangeaient pas. Et le soir, après la tombée de la nuit, le vent a brusquement changé et toutes les flammes et la fumée se sont précipitées dans notre dernière pièce. Presque instantanément, la pièce s'est remplie de fumée et de flammes. Nous n'avons pas eu l'occasion de sortir pour éteindre le feu, et ils ont profité de cet incendie. Et il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Il s'est avéré que toutes nos barricades étaient en bois, du plastique et du bois. Quels sont ces terminaux? C'est une nouvelle construction moderne. Il y a de la laine minérale, des moulures, beaucoup de verre et beaucoup de métal qui ne retient que la construction. Tout le reste, nous avons tenu bon jusqu'à ce que nos munitions prennent feu. Les murs n'étaient pas encore en feu. Au début, nous avons sorti nos blessés graves. Ensuite, je suis sorti avec Topol. Avec le groupe principal, nous sommes allés au nouveau terminal. Le 30, vers 6 heures du soir, nous sommes sortis de là, tous ensemble. Et quand l'autre groupe est arrivé pour se défendre, ils sont entrés et ils ont vu que les murs avaient disparu. Tous les murs ont brûlé et il n'y avait même plus rien pour servir de couverture, pour cacher votre tête. Верхний этаж провален, горит, все полностью разбито, все это регулярно обстреливается русскими танками и минометами. Ensuite, la question du déplacement du personnel à travers les points de contrôle de GAI a été soulevée. Ma deuxième approche a eu lieu le 15 décembre. Déjà, à travers le territoire séparatiste, nous avons traversé avec honte et nous sommes partis avec honte. Mais nous avons quand même remplacé nos gars, au moment où nous en avions déjà grandement besoin. Là aussi, les garçons se sont fatigués. Nous avons changé notre deuxième section. 2 véhicules qui sortaient étaient visés par des tirs. Ils ont percé toutes les roues, brisé les vitres.
Et puis l'idée est née que si nous prenions le contrôle de la tour météorologique, nous pourrions nous rendre directement à l'aéroport. Je suis allé voir la deuxième entreprise et j'ai dit « Les gars, eh bien, il faut en prendre le contrôle. » Ils m'ont répondu « Rien ne marchera, nous ne sommes pas capables de la tenir. » Eh bien, nous avons eu tout cela, vous savez, des réunions, des conférences et ainsi de suite. J'ai dit « Eh bien, c'est à vous de décider. Si c'est le cas, alors je vais monter dans le véhicule et y aller. » Et 10 autres hommes ont sauté avec moi. J'étais au volant, remplaçant l'opérateur du IFV. Ils étaient sur le dessus du blindage. Nous avons roulé jusqu'à l'intérieur. Nous avons mis en place une défense, tout vérifié, démarré le générateur. Nous avons réparé la lumière et creusé 2 abris, complètement couverts, masqués, et c'est tout. Je suis resté avec eux pendant 2 jours à la tour météorologique. Et 2 jours plus tard, je suis parti. Сейчас мы будем вешать флаг на метеовышку. Хлопці, на вас дивиться Україна! Страна не забудет этих патриотов. Объятия метеостанции! Ура! Ensuite, nous avions déjà 2 voies d'accès à l'aéroport. Une depuis Piski et une depuis Opitne. Nous avons ensuite pu les tromper légèrement. Par exemple, à Piski, nous démarrions les véhicules lourds et les chars et nous commencions à tourner en rond. Nous avons créé une agitation. Ils nous attendaient là-bas. Puis nous passions par la tour météorologique dans les 2 sens. Tout était bien fait. Un bon travail. Nous y allions généralement par paire. 2 chars et 2 IFV. Lorsque les chars fonctionnaient tout le temps en hiver, il n'y avait pas de problème. Nous entrions et sortions facilement. Les IFV et MTLB sont des véhicules légèrement blindés. Ce renforcement n'atteindrait pas le terminal et ne leur apporterait rien. Et les blessés ne seraient pas sortis. Mais quand le char est sorti, tout le monde a immédiatement visé le char et a laissé passer le renfort. C'était un travail quotidien. Leurs chars apparaissaient et nos chars commençaient à leur tirer dessus. Nous ne leur permettions pas de sortir et d'effectuer des tirs ciblés sur l'aéroport. Le front était à 180 degrés, donc seul l'arrière est sûr. Mais la gauche, la droite et le front sont les directions de l'ennemi. Je me souviens d'une chose. Nous nous déplacions entre les 2 terminaux et nous tirions à chaque flash. D'habitude, j'étais dans un char. Si j'avais vu quelque chose, j'aurais visé et immédiatement tiré. Bang! Nous avions des batailles tous les jours, mais il y avait un brouillard très épais
et une visibilité pratiquement nulle. Il y a eu des duels de chars, des batailles de chars. 2-3 chars d'assaut s'élanceraient et tireraient. Parfois, 3 chargements complets de munitions de chars étaient utilisés par jour. Tout le temps, nous étions couverts par nos météores. Nous leur en sommes reconnaissants. Ils laissent rarement l'artillerie ennemie faire quoi que ce soit, parce qu'ils les frappaient en premier. Du premier au dernier jour de la défense de l'aéroport, mon unité a couvert nos troupes qui la défendent. Nous menions des missions de contre-batterie en identifiant et en supprimant les batteries de l'ennemi et en couvrant nos troupes. L'emplacement de notre artillerie et de l'artillerie ennemie était le suivant. Nous étions installés dans de petites colonies, des villages, des champs. L'ennemi était à Donetsk même. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens de notre côté qui nous donnaient les coordonnées précises des positions de l'artillerie ennemie. Mais s'ils tiraient depuis la ville, depuis l'arrière d'une maison, nous n'étions pas autorisés à ouvrir le feu sur eux. Notre mission de combat était de fournir une couverture de feu pour l'aéroport, à savoir une couverture d'artillerie que nous avons menée avec succès. Jusqu'à ce qu'une histoire se produise. Notre batterie a été complètement détruite. Plusieurs mortiers ont été touchés par des éclats d'obus. Certains ont eu leur viseur détruit, d'autres ont eu le tube endommagé. Nous avons également perdu 9 personnes sur 60. C'était un peloton de blessés. Et il en restait 20 qui étaient encore capables de remplir leur mission. Nous nous sommes rassemblés avec nos 2 mortiers restants. Et nous avons aidé autant que nous le pouvions. Nous avons tiré et tiré, avec un certain succès même. Au début, nous pensions généralement que nous étions tous envoûtés. Tout volait autour et des bruits de sifflement. Certaines choses ont failli nous tomber sous les pieds et tout le monde est resté bien vivant. Je pensais vraiment que nous étions envoûtés. L'une des plus importantes missions de combat a été la protection de l'aéroport de Donetsk. Étant à la tour de contrôle, j'ai observé les tirs d'artillerie. Presque toute l'artillerie autour de Donetsk travaillait pour l'aéroport de Donetsk. À l'aéroport, mon ami et moi pouvions être en service jusqu'à 10 jours. Parce qu'après 10 jours, l'instinct de conservation commence à s'affaiblir. Des tirs 24 heures sur 24, c'est tout. Vous devez constamment vous cacher quelque part, derrière quelque chose. De plus, les observateurs grimpaient tout en haut de la tour. З лівої сторони стріляє. Зараз спробую зазняти трошки. О, пробіг. Так, от башня пішла доверху. Опа. Отак. З вежі було видно. De la tour, on pouvait voir la périphérie de Donetsk. Toutes les approches de l'aéroport étaient également visibles. Vous montez là-haut, prenez position. Il fait froid, il y a du vent, mais vous devez vous allonger et regarder. Les cibles, les coordonnées. Vous commandez à la batterie d'artillerie de tirer pour tuer l'ennemi. En ce qui concerne le combat de contre-batterie, nous avons définitivement détruit une dizaine d'ennemis des batteries d'artillerie.
D'autres données n'ont pas été confirmées. Pour l'ennemi, cette tour était comme une épine dans le pied. Le drapeau sur l'image dit « Dieu est avec nous ». Et elles ont constamment essayé de détruire cette tour. І постійно намагалися цю вежу зруйнувати. Есть попадание, чуть выше центра. Les chars qui se sont déplacés à 400 mètres devant nous. Nous pouvions voir de la fumée et entendre le grondement. Ils se sont arrêtés devant la tour et ont tiré. Une fois vers la tour, une fois vers l'ancien terminal, une fois vers le nouveau. Et dans cet ordre, bang, bang, le montage anti-aérien les a couverts. Ils tiraient puis s'éloignaient. Il était presque impossible de les toucher, car c'était une cible mobile. C'était très difficile. Nous avons poursuivi ces chars pendant plusieurs jours. Mais finalement, ils se sont fait prendre. On m'a donné le choix d'aller sur les hauteurs 93-17, mais j'y étais déjà allé. Mais je n'étais pas allé à la tour de contrôle. Alors j'ai dit, je vais aller à la tour de contrôle. Je n'y suis pas encore allé. Nous y sommes restés plusieurs jours. Nous avons tenu la défense au poste de Bronia. Puis, les séparatistes nous ont demandé de leur rendre les cadavres. Il y avait un champ de mines et leurs morts étaient allongés là. Ils ont dit qu'ils ne tiraient pas et nous ont donné 20 minutes pour récupérer leurs gars, pour ensuite les échanger contre nos morts. Il y avait 3 personnes au total, avec des casques et des uniformes verts, et l'un d'eux portait la chemise d'un parachutiste. Nous avons vérifié leurs documents, et il s'est avéré que c'était des pétroliers de l'armée russe. C'était l'équipage d'un char russe. Puis, les gars se sont souvenus que le char avait été détruit plus tôt et qu'ils avaient été traînés. Mais personne ne savait où se trouvait l'équipage. Le lendemain, un incendie s'est déclaré dans la tour. La tour a complètement brûlé. Toutes nos armes ont brûlé. Après l'attaque de la tour de contrôle, les gars ont été touchés et les munitions ont pris feu. La fusée a frappé et toutes les munitions qui s'y trouvaient ont explosé. Tout a brûlé. Les munitions, les armes, les sacs de couchage et les uniformes. Le sergent-major Chitadze a sauté dans la pièce en feu et a commencé à donner des coups de pied dans les matelas en criant « Au feu !» Je n'ai pas compris ce qu'il faisait. Il s'est avéré que les gars dormaient enveloppés dans les matelas, s'étant enveloppés eux-mêmes du froid, et il les a sauvés. Ils dormaient à point fermé et la pièce était déjà complètement en flammes. Chitadze a pris feu et s'est mis à brûler comme une torche, de haut en bas. Je ne pouvais pas l'éteindre avec quoi que ce soit. Nous n'avions que du cellophane, pas de couverture, rien. Tout était en feu. Et puis le médecin s'est précipité. Il a saisi Edic par les épaules comme un chat, l'a soulevé et l'a tenu en l'air. Un homme de 100 kilos, pendant que nous lui arrachions ses vêtements en feu. Le feu était tel que certaines personnes n'étaient littéralement plus en sous-vêtements. Et la seule munition qu'il leur restait était celle qu'ils avaient dans leur magasin. Et nous nous sommes retrouvés avec un fusil automatique pour 7 personnes. Tout le reste a brûlé et explosé dans la tour pendant environ une journée. Les séparatistes n'ont pas compris ce qui se passait là-bas et ne nous ont pas dérangés. À ce moment, le sol brûlait sous nous. Le sol était si chaud que les semelles des chaussures brûlaient. Et les munitions ont explosé. J'ai couru en bas en laissant des traces de feu derrière moi, comme un génie. Sur un téléphone portable, « Commandant, que devons-nous faire ? Il nous reste un fusil automatique et 2 chargeurs, et nous devons tenir une tour de contrôle. Il ne reste rien d'autre. » Et le commandant adjoint, Lyoha Kupol. Ce jour-là, le brouillard était si fort. Et Lyoha s'était arrangé avec Motorola pour nous laisser livrer des armes et tout le reste à nos gars. Je peux dire quand j'ai accepté de rencontrer un à un l'homme avec lequel j'ai négocié est en effet sorti sans armes. Mais derrière lui se tenaient une trentaine de personnes avec des fusils automatiques. J'ai réalisé que l'autre côté ne s'en souciait plus et que si je faisais marche arrière, il me tirerait immédiatement dessus.
Et pendant que Koupol se tenait là et serrait la main de Motorola, un camion Oural plein de matériel, des communications radio, des munitions et de la nourriture sont arrivés du côté de la tour météorologique. Мы находимся на диспетчерской вышке. Проходит ротация ребят, которые в перемирии сепаратисты обстреляли. Тем самым запалили их боекомплекты и вещи, которые все сгорели. В процессе получилось, двое надышались угарным газом и один обжег ноги. Туман густой, пока активности сепаратистов мы не видим. Вроде-то проехали мы тихо, без стрельбы, но это не значит, что сейчас в ответ ничего не позвучит. Нам еще нужно разгрузить, назад машину отправить. Тайно завез боекомплект и вывез раненых в обход ополченцев. Приехали, отвлекли внимание, тут нам анекдоты порассказывали. Ну, получается, что так. Получается, что так, что из нас сделали дурачков. Доверие подорвано. Motorola dit « Eh bien, allons-y ». Liora dit « Où allons-nous ?»« Eh bien, où allons-nous ? Tu es mon prisonnier maintenant ». Liora répond « Non, je ne suis jamais allé à Donetsk et je ne veux pas y aller ». Et puis il a sorti le téléphone et a appelé le commandant de brigade Mikats en disant « Camarade colonel, Motorola me prend comme prisonnier ». В дальнейшем просто плохо повлияет на наши взаимоотношения. Après s'être tenus là, ils ont essayé d'emmener Koupol à Donetsk en disant « Vous nous avez trompés » et ainsi de suite. Peut-être qu'il les a un peu trompés. Enfin, c'est tout, vous savez. La tour de contrôle a été touchée par un char. Lorsque les étages supérieurs ont été détruits, il restait 2 étages. Plus tard, le 2e étage a été détruit. Lorsque la tour de contrôle a été complètement détruite, avec les parachutistes, nous tenions la caserne des pompiers. La dernière position était une caserne de pompiers. Ото дирка від танка. Що пробив, 3 рази стріляв, падла. О, ото пожарка впереді. Пожарка. Вона не наша і не їхня, непонятно чия. Nous sommes arrivés à la caserne de pompiers vide, entre le terminal et la tour de contrôle. Il y avait un groupe de nos gars, choqués par les obus et légèrement blessés, qui ont quitté la tour de contrôle. Здравствуйте, я приветствую вас. Опять я, малыш, 3-я бригада. Вон, мы видим терминал. Мы совсем близко. Если завязывается какой-то бой серьезный, мы в течение 4-5 минут оказываем им свою помощь. Вот вы видите, это разбитую машину. Это туры наши. Все в дыму. Видите, как все сыпется? Наш. Да. Наши бетеры, пацаны! О, с флагами! Ребята идут на штурм Бэхи! Пришли пацанчики наши на подмогу! Будем живы! Не спеши, еще не вылезли. Да, еще не вылезли. Но скоро вылезем. Après Ilovaisk, le bataillon Donbass a été rappelé à Dnipropetrovsk pour être réorganisé. Et puis, lorsque les élections ont commencé, nous avons vu que le commandement du bataillon s'est lancé dans la politique. Nous avons décidé de passer à la 93e brigade. J'avais beaucoup de gars qui étaient originaires de Donbass, de Donetsk proprement dit. Les gars se sont battus pour leur terre.
Les gens étaient motivés et avaient hâte de se lancer dans les batailles les plus difficiles. Dans la 93e brigade, notre tâche en tant que 6e compagnie était d'aider à l'assaut du point fort de l'ennemi Monastir. Notre tâche était de détruire l'ennemi et de tenir l'objectif. Cette position ne permettait pas au convoi de passer de Pisky à l'aéroport. Ils ont tiré à l'arme lourde et ont rompu la connexion entre le terminal et Pisky. Cette opération a commencé vers midi. On nous a dit, là, vous passerez, c'est sûr. Vous y supprimerez facilement les mitrailleuses. L'essentiel est de nettoyer la zone. En arrivant, il s'est avéré que tout n'était pas si simple. Devant nous, il y avait un grand fossé de 2 mètres de large et un monticule d'environ 3 mètres de haut. Pour un IFV, c'est un obstacle impossible. Les parachutistes ont débarqué et ont commencé à attaquer la position de l'ennemi avec le soutien des IFV. L'ennemi avait des mitrailleuses lourdes, mais nous avons pu les neutraliser dans les premières minutes de la bataille. Nous avons atterri, avons rapidement regardé autour de nous et avions déjà commencé à défendre nos véhicules de combat. Puis, j'ai vu un homme courir. J'ai lancé quelques grenades à fragmentation à l'intérieur, car je le trouvais dangereux, et il n'a plus couru. Le groupe de cordon est tombé sous les tirs de mortier près de la tour de contrôle. Et mon groupe de 4 IFV a percé la position de l'ennemi et l'a détruite. Pendant l'assaut, nous avons perdu 2 hommes. « 24 personnes ont été blessées. J'ai été blessé 5 fois au cours de cet assaut. On nous a promis un renfort de 40 soldats et quelques munitions. Ils ne sont pas arrivés dans la soirée. Nous avions déjà compris que si nous restions là après le crépuscule, cela nous serait fatal. Il a été décidé de se retirer de cette position pendant la nuit, parce qu'il n'y avait rien pour la tenir, pas de munitions. Mais nous y sommes arrivés dans la journée, lorsque nous pouvions voir nos points de référence. Donc au lieu d'aller de notre côté comme nous devions le faire, nous sommes allés vers Donetsk. L'opérateur de l'IFV conduisait déjà, collant sa tête à l'extérieur pour voir où nous allions car la visibilité était nulle. Et nous avons roulé sur la glace. Nous nous sommes précipités au milieu du lac et l'IFV s'est retrouvé sous l'eau. L'opérateur a essayé de le chasser, mais rien n'a fonctionné. Nous y avons pris un bon bain, même nos têtes étaient mouillées, comme il se doit. Nous avons pris toutes les armes que nous pouvions porter. Les séparatistes se sont mis à courir partout et à crier « Allez les gars, amenez-les ! Outios ici !» Le IFV ukrainien s'est noyé. 9 d'entre nous sont sortis. Nous nous sommes divisés en 2 groupes. Nous nous sommes mis à l'écart et avons allumé un feu. Et les séparatistes ont pensé qu'il ne restait que 3 d'entre nous, que c'était toute l'équipe de l'IFV. Et d'autres gars ont pu se cacher avec les blessés. Nous nous sommes dispersés dans la ligne de bois. C'était bien qu'il fasse vraiment nuit. Et ils nous ont suivis. Toute la nuit, nous avons dansé avec eux. Ils ont essayé de nous attraper vivants. Et quand ça n'a pas marché, ils ont décidé de nous tirer dessus avec des mortiers. Quand nous nous sommes interrogés la nuit, nous sommes accidentellement apparus au nid de mitrailleuses. Et nous avons eu de la chance que le mitrailleur était en train de recharger. Et quand il nous a vus, par peur, il n'a pas pu fermer le couvercle de la mitrailleuse. Je voulais lui tirer dessus avec le lance-grenade, mais il n'a pas tiré parce qu'il était mouillé. Comme nous n'avions pas le temps de nous lever et de recharger, nous avons dû rapidement disparaître de là parce qu'il allait fermer ce foutu couvercle un jour ou l'autre. Mais nous ne savions pas où nous étions. Nous sommes parvenus à contacter nos gars. Je ne connais pas son nom. Son indicatif d'appel est Séraphim.
Grâce au point de référence que j'ai vu, il a localisé notre position sur la carte et nous a indiqué le chemin à suivre pour sortir. Nous avons allumé le téléphone et regardé l'écran. Il indiquait rue Artema, ville de Donetsk. Nous avons décidé d'y rester un moment pour soigner nos blessés et de prévoir une sortie plus tard. Nous avons trouvé un sous-sol. Il était important de soigner les blessés. Nous lui avons fait des injections, changé ses pansements et l'avons empêché de saigner. Dans le brouillard, nous sommes sortis sur une clôture en béton qui avait un trou comme celui-ci, petit comme ça. Et un homme se tenait là et demandait « Qui êtes-vous » Je lui ai répondu « Et vous, qui êtes-vous » Qui c'est ? Je ne sais pas où sont les nôtres et où est l'ennemi. Il dit « Mot de passe ». Je lui dis « Quel mot de passe » Et il a immédiatement levé son arme. Et puis j'y ai tiré quelques coups de feu, que j'ai regrettés par la suite. Parce qu'ils ont vu les flashs de mes coups de feu aussi. Et ils ont commencé à nous frapper de tous les côtés. Alors c'était mauvais. Un cercle a commencé à se refermer autour de nous. Nous avons téléphoné à notre camp et on nous a dit qu'il donnerait un signal rouge. Et nous sommes restés assis là, à l'attendre pendant une demi-heure. Une demi-heure plus tard, j'ai rappelé et j'ai demandé « Où se trouve votre signal? Il fait froid ici. » Et ils ont répondu « Malheureusement, nous n'avons plus de fusée. Nous allons tirer dans le ciel avec un gros calibre. » J'ai tourné la tête et j'ai vu les traceurs de calibre 12-7 tirant autour de moi. Je ne savais pas où aller, alors j'ai rappelé et je leur ai demandé de relever le canon de 90 degrés et de tirer d'une manière différente de tout ce bang-bang autour de nous. Et ils ont soulevé le canon de la position d'Opitne et ont tiré une courte rafale. C'est alors que j'ai compris où il fallait aller. Nous n'étions pas loin de là. Le 5e jour, notre blessé s'est senti mieux et nous avons décidé de sortir. Nous avons entendu au téléphone que la veille, le reste de notre groupe était revenu à nos côtés. Cela nous a donné de l'espoir. Nous avons continué à nous déplacer cette nuit-là. Nous avons traversé le champ, franchi la limite des bois. Puis, nous avons vu passer 2 IFV. Nous nous sommes cachés et étions prêts à nous battre. Mais, Dieu merci, nous avons remarqué le drapeau ukrainien sur les IFV. Ils avaient les blessés avec eux, avec la balle coincée dans les poumons. Les gars ont été sur le chemin du retour pendant 6 jours. Et ils sont revenus avec leurs armes. Je suis fier de mes hommes. Les jours les plus douloureux, où nous avons perdu beaucoup de gens, morts ou blessés, ont été les mois de janvier et février, lorsque nos soldats ont quitté les terminaux. Nos pertes à l'aéroport ont été énormes. Blessures par éclat d'obus, contusions. Il y a eu un jour vraiment où je n'avais plus que 20 personnes à l'aéroport dans le nouveau terminal. Et il n'y avait personne d'autre. Il n'était plus possible de tenir l'aéroport parce qu'il n'y avait plus rien.
En 3e compagnie, où il y avait 100 soldats, il n'en restait plus que 17. Si seulement les terroristes savaient qu'à la Mouravénique, il ne reste que 4 personnes. J'étais en train de placer des Muka, lance-roquettes anti-chars légers, d'autres lance-roquettes et des grenades dans des positions comme celle-ci. Et puis je courais partout en les tirant un par un, pour faire croire aux terroristes qu'il y a beaucoup de soldats ici, afin qu'ils ne nous attaquent pas. Ils ont pu nous saisir sans armes, juste avec leurs hommes. Nous avons tourné ici et là, et partout. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous avons continué à nous accrocher. Nous courions partout. Nous tenions la position. Et tout s'est bien passé. La plupart du temps, ils nous attaquaient avec des chars. L'aéroport est tombé. Beaucoup de nos gars sont morts. La tour météorologique s'est effondrée. Le 23, ils nous ont attaqués de toute leur force. Cela signifie qu'ils ont utilisé des chars. Nous n'avons pas pu contre-attaquer. Et il y a eu un moment où nous avons été touchés et nos munitions ont été complètement détruites. Toutes nos affaires ont brûlé. Et nous sommes restés là. J'étais dans une tranchée avec ma dernière cartouche de munitions. J'ai donc retiré la goupille d'une grenade F1 et avec les larmes aux yeux, je me suis tourné vers les gars et j'ai dit « Les gars, si vous ne voulez pas venir avec moi, partez maintenant. » Quand j'ai été blessé, nous battions en retraite. Il a pris une grenade dans ses mains. Schmel, lui-même, et a dit « Les gars, sortez, je vais vous couvrir. » Mais Dieu merci, les secours sont arrivés. C'était effrayant. Pendant 2 heures, je suis resté assis avec une grenade à la main, sans goupille, avec ma dernière cartouche de munitions, jusqu'à ce que le 2e bataillon nous ait fait sortir. Le bataillon s'est emparé de la zone d'Opitnia, de Vodine et de Piski. La 6e compagnie occupait le soi-disant terrain surélevé dit Pulsar, que les séparatistes appellent Mouravénique. Le terrain d'aviation était exposé au feu de cette colline. C'était la seule unité des forces armées ukrainiennes qui restait encore sur le territoire de l'aéroport. Il est faux de dire que nous avons complètement quitté l'aéroport de Donetsk. Certaines de nos unités sont toujours là. Sans l'aéroport, cela aurait été un autre objectif. Nous y avions une position favorable. Il était normal que nous la tenions. Et les pertes à l'aéroport, autres que celles qui ont été tuées par une explosion quand l'aéroport est tombé, nous avons eu beaucoup de blessés, mais beaucoup moins de tués. Mais depuis l'aéroport, nous avons pu infliger beaucoup de dégâts à l'ennemi. Ils ont essayé de s'en emparer. Nous l'avons tenu. Et ceux qui attaquent subissent toujours beaucoup plus de pertes. Du côté séparatiste, le gang vient après la bataille pour recevoir de l'argent pour la saisie de l'aéroport. Moins il y a de gens qui restent après la bataille, plus les survivants collectent de l'argent. Pour eux, c'était un moyen de gagner de l'argent. Et après la chute de la tour de contrôle, sur ordre du chef d'état-major général, nous nous sommes repliés sur les positions que nous avons aujourd'hui. À cette époque, la brigade menait déjà des missions dans la région de Donetsk depuis environ 1 an. Au printemps, j'ai été nommé commandant de la brigade. Sous mon commandement, il y avait le 22e bataillon, le 20e bataillon, qui a ensuite fait partie de la 93e brigade, ainsi que le 11e bataillon d'infanterie motorisée séparée. Puis, 2 de mes bataillons mécanisés de la brigade, et un bataillon qui est retourné dans la zone d'opération après un réaménagement. C'était déjà notre 2e rotation, la mine Boutivka, Zénith et Opitnia.
ты бастион. На связи. Я на связи, бать. Проехали. Две коробочки. La mine de Boutivka, les structures en béton que l'ennemi a transformées en un second aéroport. Il était nécessaire de la conserver pour des raisons opérationnelles et tactiques, car la route d'Avdivka la traversait, ainsi que la direction dans laquelle les colonnes de chars et les colonnes blindées seraient capables de mener des offensives. Par conséquent, tenir des positions comme l'avant-poste zénith et la mine Boutivka peut être considéré comme la principale direction des efforts de l'ennemi. Dans la nuit du 13 au 14 mai, nous sommes arrivés sur du matériel lourd, dont une partie nous appartenait et une autre appartenait à l'unité que nous remplacions. Alors que nous avions jeté toutes nos affaires de l'IFV, le feu de mortier a commencé. Je suis resté comme ça, à me demander ce qui se passait. Au début, je n'ai rien compris. Мы в прямом эфире наблюдаем, что происходит с шахтой Бутов. J'ai réalisé tout cela en 2 heures environ. Quand j'ai vu mes premiers soldats tués, pour moi, les 3 premières semaines ont été très difficiles. Tout ce que je voulais, c'était survivre jusqu'au matin. Ils ont essayé de nous sortir de là par tous les moyens possibles. Nous étions juste couverts de fragments de béton. Je pense qu'il restait 45 personnes à la mine à ce moment-là. La ligne de défense avait besoin de tout le personnel de la compagnie. Ils ont eu 3 heures de repos, puis 3 heures de service. Ils nous ont tiré dessus avec des mortiers de calibre 120, des chars et de l'artillerie. En 2 semaines, tous les étages ont disparu. J'avais des gars là-bas, des chauffeurs et des soudeurs, mais ils se sont découverts être de vrais guerriers. Imaginez des gens qui travaillent à la limite de leur capacité humaine, surtout si l'on tient compte du temps et des conditions de vie difficiles, et le sous-effectif de l'unité. Il était alors déjà clair que la Fédération de Russie était impliquée dans cette guerre. Elle fournit des équipements et des armes. Nous avions déjà trouvé des preuves, des documents et des armes russes. Les unités d'infanterie devant nous étaient de vrais séparatistes, formés par des instructeurs professionnels. Ce n'étaient pas des soldats, mais des hommes citernes, des artilleurs. C'étaient de vrais soldats, des soldats réguliers de l'armée russe. Après la bataille, nous avons trouvé 2 officiers dans la tour météorologique, avec des documents et des passeports de la Fédération de Russie. Et récemment, un cas similaire s'est produit à la mine de Boutivka. Près du quartier général de la compagnie, mes soldats ont abattu un jeune soldat avec des documents russes. Nous lui avons remis son corps, vêtu d'un gilet pare-balles de l'armée russe et d'un casque russe. Nos gars ont bien fait. 2 blessés, 1 tué. Le mort a été sorti, il avait un passeport de la Fédération de Russie et des cartes de salaire d'une banque russe. À 300 mètres de là, la zone industrielle de Donetsk commence. C'est la ligne de démarcation de la ville. Tout le monde est donc constamment perturbé par les tirs. Mais nous tenons bon. Notre esprit combatif est fort. Personne ne se plaint de rien. Nous en avons assez de tout. Des volontaires nous rendent visite. Salutations à tous mes parents et amis. Je vous aime tous. Salutations à tous ceux qui me connaissent. Nous serons bientôt à la maison.
Потім поступово батальйони почали. Puis, progressivement, les 22e et 11e bataillons sont passés sous le commandement de leurs unités. Et en mai, toute la brigade s'est déployée sur des positions de combat sur une voie désignée. C'était alors la zone de tir la plus intense. S'il y avait 57 barrages identifiés sur toute la zone OAT, 53 d'entre eux se trouvaient dans notre zone d'opération. Près d'Avdiivka, la mine de Boutivka, l'avant-poste Zénith, Писки, Водяне, Опитня. Здравствуйте. Опять малыш, 93-я бригада. Вот наши позиции. С ребятами идем менять смены. Вот что остается от машин военных. Вот так у нас ведется сейчас бой на шахтах. 400-800 метров от нас. Оп-оп, пошли вспышечки. Точка белая. Точка на зв'язку. По белому идет белкотня. Мина! На! Видишь, в одно и то же место. Давай дара там и... 120. Следующее. О-о-о! Что такое? Иди сюда. Пулемет, слышишь? С песка? Да. Там пойдет. Сейчас. Все, заряжаемся. Следующее. Вот он. По-нашему же лупят. Может пойти посмотреть что-то? Ты еще полезь. Ну как обычно. Ну как? Айдар, ответь ромашки. Следующий. Мина! Может быть, каждую минуту убьет. Минометный обстрел. Сейчас идут до ребят. Узнавать, живы они или нет. Айдар, ответь малышу. Перебегаем быстренько. Даже оружие с собой не брал. Только аптечку на ногу. Вот вы видите быстренько. Хоп. Первую помощь. Возле них ебала мина. Даже загорелось что-то. Мы сейчас. Надеюсь, все ребята живы. Бежим. Смотрите, дело. Оп! Как тут все живы? Нормально? Все хорошо. Киборги живут. Мужики все живы? Все нормально? Двери где-то откройте. Заходи. Писки était en train d'être rayé de la surface de la Terre. Ils nous visent, ces salopes, mais au moins, ils ne nous ont pas atteints. Nous l'avons considéré comme une préparation d'artillerie pour une offensive. Lorsque nous avons pris ces positions, personne ne pouvait même penser à prendre du recul.